Donc deuxième table ronde avec pour sujet donc l'éolien, l'énergie du changement. Je le disais, on l'a vu tout à l'heure, il fallait accélérer. Ça impacte évidemment la question de l'intégration dans les territoires, la notion du changement. Comment est-ce que ce changement est accepté à tout niveau dans le pilotage de l'énergie, dans les solutions techniques par les populations locales? Et donc c'est donc avec vous, Françoise Benoît, donc je le disais, vous êtes maire de Saint-Étienne de Luc d'Arès. Par votre témoignage d'acteur du terrain, d'une petite commune du sud de la France, vous avez 2 parcs éoliens sur votre commune. Comment est-ce que ça se passe? Donc l'implantation du premier parc éolien a eu lieu donc en 2005. Donc c'était un parc précurseur de par l'altitude, puisqu'il a été implanté à 1457 mètres d'altitude, avec 12 éoliennes au départ. Et sur les 12, il y en a 11 sur notre commune, à Saint-Étienne de Luc d'Arès, et une sur la commune voisine. Donc sur ces 11 éoliennes qui étaient sur notre commune, donc bien sûr les retombées financières ont été très importantes et la population les a bien accueillies, puisque bon, c'était une première, mais surtout avec tout ce que cela a permis d'apporter, ça a été une richesse pour notre territoire. Donc c'est un parc qui est bien passé, mais vous disiez effectivement il est en altitude. Je crois même que c'est le parc le plus haut de France. Oui, le plus vanté, certainement, et avec des conditions météorologiques bien spécifiques. Nous avons eu, par exemple, sur ce parc, uniquement l'année dernière, plus de 100 impacts foudre sur l'année. D'accord, donc il est effectivement particulièrement spécifique. D'ailleurs, je crois qu'il a fait l'objet d'une opération de repowering, donc un remplacement des turbines. Oui, tout à fait. Donc, il y a toutes ces éoliennes, les premières, donc, ont été toutes renouvelées l'année dernière. Donc, là aussi, c'est une grande première et ça s'est très bien passé. Moi, ce que j'ai pu remarquer, ce qui est pour moi très important de souligner, c'est qu'au départ, donc, les opposants se faisaient du souci par rapport au recyclage de ces machines et le fait qu'on détériore la nature sur une longue durée. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, c'est que tout a été recyclé. Donc, ces éléments-là, aujourd'hui, bon, on est capable de dire non, on peut faire... Est-ce que vous appelez tout a été recyclé? Oui. Alors, c'est quoi le tout? Le béton, déjà. Donc, le béton qui a été recyclé et remis, donc il y avait 2400 mètres cubes de béton par éolienne. Donc le socle des éoliennes anciennes a été retiré. Voilà. Donc, voilà, ça c'est quand même très important et ça a été recyclé au niveau local et puis un peu plus loin. Donc, les pales aussi ont été, enfin, tout a été recyclé, la partie fer qui est partie sur Issoire. Et il y a les éoliennes elles-mêmes qui ont été remises en Espagne. Donc vous avez un... Oui, c'est ça, effectivement, elles sont parties en Espagne, on en a, je crois, entendu parler hier. Vous avez également un second parc éolien donc, qui a été construit un petit peu plus tardivement, je crois. Oui. Donc ça a été fait bien après. C'est assez récent et puis c'est plus près des villages. On va laisser passer l'annonce. Il ne vous aura donc pas échappé qu'elle a déjà débuté. Donc 2 parcs éoliens, vous nous disiez effectivement que pour votre commune c'était les retombées financières. Alors sans trahir de chiffres, qu'est-ce que surtout cela vous a permis de développer ou de redévelopper? Donc ça nous a permis de créer une micro-crèche. Ça nous a permis de créer aussi une maison pour les personnes âgées qui aujourd'hui est fonctionnelle, donc une résidence bon accueil. Ça nous a permis d'effectuer le déneigement sur notre commune dans des conditions satisfaisantes, puisque aujourd'hui l'État se désengage quand même de plus en plus. Donc heureusement que nous avons cet apport financier. Ça nous a permis d'acheter et de réhabiliter une maison qui était avant donc une communauté de sœurs de Saint-Joseph, et puis aujourd'hui c'est un bâtiment donc municipal. Voilà, donc c'est un gros bâtiment qu'il a fallu réhabiliter et heureusement qu'on a eu ces retombées financières, sinon on n'aurait jamais pu le faire. Est-ce qu'on peut dire que ça a recréé une certaine dynamique économique, peut-être même d'emploi sur votre commune? Oui, tout à fait, puisqu'on a la base de maintenance qui est sur place.
et qui devrait à terme donc embaucher 10 personnes sur le terrain. Rappelez-nous la population de votre commune. 423. Donc effectivement, on sent que l'impact il est vraiment intéressant. Oui, puis bon, sur 5000 mètres carrés. 5000 hectares. Oui, pardon, 5000 hectares. Ouais, 5000 mètres carrés, vous seriez un peu à l'étroit pour le coup. Autre question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a eu une opposition à la base? Alors à l'époque, pour le premier parc, vous n'étiez peut-être pas en fonction, peut-être plus déjà pour le second, mais est-ce qu'on vous a pu vous raconter quelque part comment ça s'est passé au moment de l'installation, du développement du projet? J'étais peut-être pas en fonction, mais j'étais sur place. D'accord. Donc pour moi, le projet, au départ, quand je l'ai accueilli, bon, j'ai tout de suite été favorable puisque je préfère quand même avoir des éoliennes sur ma tête plutôt qu'une centrale nucléaire. Donc ça, pour moi, ça a été un élément majeur qui m'a fait pencher pour ces énergies nouvelles. Et donc quand j'ai assisté aux premières réunions, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup de personnes qui venaient de l'extérieur, je dirais presque les 3/4. Et ce sont ces personnes-là qui faisaient, entre guillemets, polémique, alors qu'elles n'habitaient pas sur le territoire. Et maintenant, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il en est de l'acceptation de ces 2 parcs éoliens par les populations? Alors le premier a été très bien accueilli, il n'y a eu aucun souci, il n'y a pas eu de procès qui a été donné. Le deuxième parc, effectivement, il y a, donc c'est plus au niveau de l'échelle communautaire, puisque c'est le parc sur l'ensemble de la Montagnard des Choises. Et donc là, effectivement, ça a suscité plus de... Ça passe un peu moins bien. Opposition. Quelles sont les oppositions qui sont... Est-ce que c'est pour des raisons tangibles ou est-ce que ce sont pour des raisons idéologiques? Grosso modo, est-ce qu'il y a des nuisances effectivement qui posent vraiment problème? La plupart, c'est effectivement pour des raisons idéologiques. Mais il y a quelques nuisances sur le deuxième parc. Nous en avons 10 sur notre commune. Et sur ces 10, il y a, on peut dire qu'il y en a 2 qui posent davantage de problèmes puisque ça fait des résonances dans la vallée. Donc en fait, la nuisance sonore se répercute, c'est ça? Oui. Très bien. Pour autant, l'utilité des études en amont. Donc effectivement, un point important que vous soulignez sur les études en amont. Est-ce que pour autant, sur les communes avoisinantes, le développement que vous avez eu sur votre commune est une locomotive? Est-ce que ça donne envie aux autres communes avoisinantes d'y aller ou au contraire, est-ce que ça les freine? Oui, bien sûr. Donc chacun aujourd'hui regarde son projet. Est en train de voir si oui ou non c'est possible sur sa commune d'implanter des éoliennes. Serge Nocody, vous êtes vice-président de l'Amorce. On entend effectivement Madame la maire qui a un écho assez favorable, en tout cas sur le développement du parc éolien. Est-ce que c'est le cas dans toutes les collectivités que vous représentez? Et vous, spécifiquement en matière de l'Amorce, comment est-ce que vous accompagnez vos membres pour s'approprier cette ressource énergétique dans les territoires? Mais comme vous le savez, bonjour à tous et à toutes. Amorce, depuis les années 2000, j'ai participé à la création du club Cléo, qui est le club des collectivités éoliennes au sein d'Amorce. Et la meilleure preuve que nous portons vraiment l'éolien comme une énergie incontournable dans les énergies renouvelables, c'est que cette année, vous savez que comme nous sommes en forte turbulence sur ce sujet, les élus au sein d'Amorce se sont mobilisés fortement. La preuve, c'est que nous avons fait passer un article dans Le Monde qui a réuni plus de 150 élus qui se sont prononcés pour le soutien à l'éolien. Nous avons même 300 et plus collectivités. Donc nous faisons un gros travail de lobbying. La preuve, nous apportons de l'information et de la communication. Nous avons sorti le guide de l'éolien que nous avons distribué pour les collectivités à 900 EPCI en France. Donc pour nous, l'éolien est essentiel dans le mix énergétique. C'est une énergie décarbonée. Donc pour nous, les projets éoliens, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on a fait un gros travail avec la FEE, en particulier en signant cette charte en 2005, la charte des bonnes conduites. J'en reparlerai tout à l'heure, je pense que ça sera un sujet important. Mais surtout, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant historique de la vie de la filière éolienne. Donc il faut absolument aller de l'avant. De toute façon, les objectifs aujourd'hui ne sont pas atteints. On est à 26% à l'horizon 2028-2030. Donc il y a du retard. Donc il va bien falloir que l'éolien passe à une vitesse supérieure. Alors c'est vrai que les problématiques qu'on rencontre touche vraiment des territoires ruraux et je crois sincèrement que la problématique touche des élus
de terrain qui ne sont pas formés, qui ont beaucoup de difficultés à appréhender ce monde de l'éolien. Et c'est là où il faut porter un vrai message de communication, de pédagogie pour aider c'est pour ça que je pense que les comités de pilotage peuvent être des outils favorables sur le terrain à aider les territoires à construire des projets de territoire. Parce que pour moi, l'éolien, c'est un projet de territoire, donc qui doit permettre justement élus, citoyens et bien entendu le monde économique, parce que c'est des vrais sujets, d'avoir la possibilité d'avoir un parc éolien sans que ça crispe autant les citoyens. On sait qu'en France, quand on fait des sondages, l'éolien est parfaitement soutenu par la population. Les difficultés... On a pu le voir hier, en effet. Voilà. Je me suis déplacé plusieurs fois dans les Hauts-de-France, d'ailleurs à l'époque où on commençait les oppositions fortes. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs je tiens à le signaler, Barbara Pompili, la ministre, a vraiment fait preuve de pragmatisme, il faut quand même le reconnaître, en essayant d'atténuer un peu les propos parfois scandaleux qui ont pu être prononcés contre l'éolien, mais pour autant, maintenant, il faut passer à une étape supérieure. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les régions peuvent être mobilisées dans le cadre des Stradettes. On sait que nous, on a proposé justement, en particulier, que dans le cadre des 40% d'énergie renouvelable, qui doivent être les objectifs à atteindre, les régions peuvent participer avec le Stradet à justement construire des projets éoliens. Alors, vous savez, à une époque, c'était un sujet qu'on avait beaucoup débattu avec la FE, c'est en particulier ces fameuses zones de vente délimitées sur des territoires avec les préfets. Et puis, bon, il y a eu un amendement à l'Assemblée nationale qui a fait tomber... Parlez bien dans le micro. Il y a eu un amendement qui a fait tomber cette idée. Et pour nous, nous regrettons vivement parce que finalement, on revient aujourd'hui avec la cartographie, une cartographie qui doit délimiter et répartir mieux l'éolien sur le territoire national. Effectivement, l'implantation propice des éoliennes, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on entend par propice? Parce que j'imagine que selon les points de vue, on ne parle pas tout à fait la même chose. De toute façon, pour moi, pour réussir l'implantation des éoliennes, et Madame qui est maire, donc c'est de quoi elle parle, c'est qu'aujourd'hui, c'est les élus qui sont essentiels à la réussite des éoliennes. Donc si les élus se portent sont intéressés par la construction d'un parc éolien, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de plus d'éoliens qui se répartissent mieux sur le territoire national. Simplement, il faut les accompagner. Pour ça, je crois beaucoup à la fameuse charte de bonne conduite qui doit rapprocher les élus, les citoyens et bien entendu les porteurs de projets, afin que justement la compréhension de ce qu'est l'éolien, ce que ça peut apporter à un territoire, soit construite de manière collégiale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les points clés de cette charte? La charte, justement, elle avait pour but, elle a toujours pour but d'ailleurs, parce que c'est une charte d'ailleurs, je précise que dans le groupe de travail ministériel où nous avons participé, nous avions demandé à ce que cette charte soit mise en application. Il y a eu beaucoup de discussions. Normalement, il y a un livre blanc qui devrait sortir. Ce livre blanc, on attend toujours d'ailleurs, qui devait refondre une charte nationale de bonne conduite. Alors, la charte de bonne conduite, c'est quoi? C'est en fait, finalement, c'est que les porteurs de projets, en amont d'un projet, viennent voir les élus, viennent voir le maire de la commune, exposent, pour éviter les problématiques de prédation sur le foncier, qu'il y a un vrai travail en amont avec le maire, les élus municipaux, pour voir quel est l'intérêt du projet. L'analyse étant faite de revenir vers les élus, nous avions même proposé qu'une délibération soit éventuellement validée en conseil municipal pour soutenir le projet et qu'en même temps, on fasse participer les citoyens. Ça fait partie d'ailleurs aujourd'hui de la loi résilience climat qui dit qu'il faut absolument qu'il y ait une participation citoyenne à la co-construction des projets, même financièrement. On voit qu'en ce moment, le rôle du maire, la place du maire devient de plus en plus essentielle. En tout cas, elle est en débat. À votre avis, quel est le bon niveau ? Non, mais pour moi, le bon niveau... Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a la commune qui va... ou les communes qui vont porter le projet éolien, parce que c'est souvent maintenant les comités de communes. Le niveau, il est à deux niveaux. Aussi bien la communauté de communes, les élus doivent être partie prenante du projet. Donc, ça veut dire que cette construction, elle doit se faire avec des réunions qui soient des réunions à la fois pédagogiques, mais en même temps, comme disait Madame tout à l'heure, si c'est des projets de territoire, ils doivent se porter vers la population. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que les citoyens soient, bien entendu, intégrés dans la réflexion globale de l'implantation d'un parc éolien. Madame Benoît, vos citoyens, ils ont été intégrés, vous les avez consultés alors, c'est peut-être pas vous qui étiez en charge à l'époque, mais... Ce n'était pas moi qui étais en charge à l'époque, mais effectivement, il y a eu des enquêtes publiques donc où ils ont pu répondre et ça a été le cas pour les deux parcs éoliens.
Et les enquêtes publiques, elles ont donné quoi? Parce qu'on a entendu hier que les enquêtes publiques, effectivement, le projet est d'ores et déjà réalisé, acté, mais on va effectivement demander. Ça a été bien perçu, ce côté, on vous demande votre avis après qu'on ait grosso modo décidé du fait que ça allait se faire? On ne l'a pas perçu comme ça. Disons que la population a été... a quand même, en tout cas, je me rappelle bien, pour le premier projet, elle avait répondu assez massivement. Assez positivement. Oui, oui, oui. Mais c'était positif. Voilà. Le deuxième projet, effectivement, l'enquête publique a eu lieu après le drame du Japon de Fukushima. Et du coup, quand même, quand on regarde les conséquences de ce qui s'est passé au Japon... il y a une vraie différence? On peut quand même dédramatiser l'implantation d'un parc éolien. Effectivement. Juste un point, je voulais dire, en Ardèche d'ailleurs, le premier président d'Amorce, Alain Cabane, avait construit un projet éolien en Ardèche. Hein, et c'était lui justement pour démontrer justement que nous étions parfaitement porteurs de l'aide à l'éolien. Il s'était lancé dans l'aventure et c'était un vrai projet de territoire. Éric Bonafou, je disais, vous êtes, alors je reprends mes notes, directeur général délégué développement chez Boralex. Ça fait quelques années, je crois, que vous travaillez dans le domaine de l'éolien. Alors pour revenir sur le thème de cette table ronde, quels sont les changements que vous avez, quant à vous, pu observer par rapport à tous les projets que vous avez développés en France? Merci, bonjour d'abord à tout le monde. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, M. Nicodie, en fait c'est vrai que M. Cabane avait travaillé sur le parc de Saint-Agrève. Saint-Agrève, c'était un projet innovant. Saint-Agrève, c'est un parc Boralex aujourd'hui. C'est vrai que la réflexion avait été menée avec les élus de savoir où est-ce qu'on devait positionner un parc éolien, combien d'éoliennes on devait mettre. Et ça a duré quelques années. Et ensuite, voilà, la collectivité s'était engagée avec un développeur de mettre uniquement 6 éoliennes sur le territoire, de ne pas aller au-delà. Et aujourd'hui, on travaille sur le repowering de ce parc éolien-là. Pour revenir au changement de l'éolien, je pense que moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans l'éolien. Auparavant en bureau d'études pour faire des études d'impact et aujourd'hui comme développeur depuis 15 ans chez Boralex. Je pense que beaucoup de choses ont changé. On s'est beaucoup amélioré dans les pratiques. Peut-être qu'il faut rendre encore plus visibles les pratiques qu'on pratique aujourd'hui, sur lesquelles on s'est amélioré. Je pense que la concertation est importante. La concertation avec les élus, avec les citoyens. Quand je parle de concertation, il y a des notions d'avant-projet, de comités d'avant-projet qui ont été mis en avant par la ministre. C'est très bien, c'est formalisé. C'est des choses qu'on fait déjà depuis longtemps. Donc la concertation passe aussi par la co-construction avec les territoires. Co-construction, ça ne veut pas dire on fait ou on ne fait pas un parc éolien. Co-construction, ça veut dire on fait un parc éolien et par exemple sur 10 éoliennes, on va se laisser la latitude, peut-être sur 1 ou 2 éoliennes, de la positionner à tel ou tel endroit en fonction des enjeux acoustiques par exemple. Donc c'est ça pour moi la co-construction. Ensuite, ce qui a changé, c'est l'investissement participatif. Aujourd'hui, un projet éolien, ça doit être un projet de territoire. Vous le disiez, Madame et Monsieur Nicodie aussi, c'est un projet de territoire. Un projet de territoire, ça doit donc passer par l'appropriation des élus et des citoyens. L'appropriation passe par l'investissement, donc ça veut dire que les citoyens ou les élus doivent devenir en partie propriétaires d'une éolienne par exemple. Donc ça, c'est des choses vers lesquelles on doit tendre aujourd'hui. On va dire concertation aussi, ça veut dire concertation. La concertation ne s'arrête pas une fois que le parc éolien est construit. La concertation continue aussi en phase d'exploitation d'un parc éolien. Chez Boralex, on a des personnes qui concertent avec des élus. Une fois que le parc éolien est construit, on informe pourquoi on change tel ou tel élément. On informe sur on va dire l'actualité du parc éolien. S'il y a des enjeux acoustiques ou autres, on se déplace pour aller discuter avec les élus ou avec les propriétaires. La concertation, c'est sur toute la durée de vie d'un parc éolien. Madame Benoît, c'est important ce suivi dans la durée de la part des développeurs? C'est très important et c'est là que ça fait toute la différence aussi avec la population. Parce que certains ont le sentiment de ne pas être écoutés quand il n'y a pas le suivi derrière, alors que quand effectivement il y a un suivi, ça se passe bien parce que les personnes viennent sur place plusieurs fois à la demande et puis elles sont présentes. Donc, aussi, se sentent considérées, donc effectivement ça passe mieux quand on se sent considéré et écouté. Tout à fait, puisque ce sont des personnes qui peuvent venir aussi au sein du conseil municipal, exposer ce qu'elles ont à dire bien sûr, mais surtout répondre à nos questions, parce que des interrogations, il y en a toujours en amont et après aussi. Et ça, c'est important d'avoir des interlocuteurs.
Éric Bonnafou, oui. Non, je disais, parce qu'on a la chance d'être le premier parc éolien chez Madame Benoît, donc sur le sur fameux Chanlange. en haut des crêtes. Voilà, donc le premier parc éolien, c'est vrai que on se connaît avec Madame Benoît, et lorsqu'il y a un souci, elle passe par nos acteurs locaux, nos développeurs locaux, et lorsqu'il y a un souci, elle a nos coordonnées, elle a mes coordonnées, elle peut m'appeler directement aussi. Alors vous évoquez les changements effectivement dans la manière de faire de la part des développeurs. Est-ce que pour autant on peut dire que de l'autre côté ça a changé? C'est-à-dire que du côté des opposants, il y en a moins? Enfin, moi, les opposants, je les regarde pas. En fait, j'agis avec mes forces. Je suis pas là pour contredire les opposants. Je suis là pour mettre en avant mes forces et mettre en avant les qualités de notre filière, de notre profession et de notre métier. Donc, je préfère mettre en avant, voilà, nos qualités, ce qu'on fait de bien, et là où aussi où on peut s'améliorer, plutôt que de regarder les opposants. On sait qu'il y a 9 projets sur 10 qui sont attaqués. On sait qu'il y a 9 projets ou 10 projets sur 10 qui sont perdus par les opposants. Ça nous fait perdre du temps. Mais donc ça, pour le coup, ça change pas vraiment. Ça ne change pas vraiment, mais je pense que si on arrive à faire des projets de territoire, si on arrive à faire des projets avec les collectivités, à les intéresser, il faut qu'on ait encore plus d'alliés pour développer nos projets éoliens. Et je pense que ce sera une force si on arrive à transformer cet essai-là. Serge Nocody, on dit souvent que les opposants à l'éolien sont très bien équipés de tous les dispositifs, sont très bien guidés. Quelque part, ils ont une boîte à outils pour s'opposer, y compris quand ils ne sont pas directement concernés par l'implantation des parcs sur leur propre territoire. Est-ce que la boîte à outils dont vous nous parliez tout à l'heure a la vocation à faire l'équilibre avec ce genre de stratégie qui est bien affûtée manifestement? Ben, ça rejoint, je reviens sur le sujet que j'ai tenu tout à l'heure, ça revient à la pédagogie à partir du moment, parce que c'est vrai que rien n'a changé. J'ai connu l'époque du nucléaire, les antinucléaires, ils utilisaient exactement les mêmes outils qu'utilisent les anti-éoliens. Je crois que le plus important, c'est de parler positif. Alors même si c'est difficile, et c'est là où je fais une critique un petit peu, pas sévère, mais une critique quand même, c'est que depuis des années, le monde de l'éolien n'a pas assez communiqué avec le monde en général, avec les citoyens. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je fais souvent des repas, et je discute souvent d'éolien avec des amis qui pourtant sont des gens qui raisonnent. Et quand ils me posent la question régulière, c'est pourquoi des éoliennes, quand il y a du vent, elles sont à l'arrêt? Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'elles sont à l'arrêt? La réponse elle est simple, c'est qu'il y a des contrats qui sont signés, et il y a un temps d'heure chaque année au niveau d'éolien qui sont... Les éoliennes ne tournent pas toute l'année. Il y a des contrats de 2000, 3000 heures. Donc ces contrats sont des contrats, bien entendu, qui font que de temps en temps les éoliennes sont à l'arrêt. Oui, elles sont pas. Et puis en plus, c'est de l'alternatif. Mais ceci dit, on doit aller plus loin. On doit expliquer même dans les écoles, dans les universités, ce que c'est que l'éolien. Parce que à partir du moment où il y a une coupure entre ce que font le monde de l'éolien et ce que les gens ressentent, quels que soient les individus, il y a un monde. Et donc je crois que le vrai problème, il faut avoir une communication qui soit beaucoup plus offensive. On est trop, à mon avis, quand on est attaqué, trop en défensive et pas en offensive. Et ça, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, on a un tournant, et comme le disait M. Bonnafou, il a raison quand il dit « moi je ne m'occupe pas des anti-éoliens, sinon si on n'attendait que les anti-éoliens, on ne ferait pas de projet ». Pour autant... Il ne les regarde pas, n'empêche qu'il mesure quand même effectivement le nombre de projets qui sont attaqués versus le nombre qui passe finalement. Je vous donne les chiffres, il y a eu 67 projets refusés sur 206 depuis 2018, c'est le chiffre aujourd'hui officiel. Donc on voit bien quand même qu'il y a des projets qui sont validés. Donc il ne faut pas dire que tout est négatif. Mais pour autant, je maintiens là-dessus, je dis qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que la charte qu'on a signée d'ailleurs avec Nicolas Wolf, qui était déjà à l'époque président de FEE, il faut que cette charte soit beaucoup plus utilisée et beaucoup plus explicitée auprès des élus, des citoyens. Parce qu'un autre élément pour les élus ruraux, sur des problèmes plus, on va dire, de fiscalité, sont souvent totalement désarmés en termes d'arguments quand ils sont face à leurs citoyens pour expliquer l'intérêt de l'éolien en termes financiers, les impacts, comme disait madame, que ça peut apporter et l'intérêt que ça peut apporter pour faire éventuellement des aides financières pour faire des projets d'ENR sur le territoire. Voilà. L'éolien peut aussi être un élément dynamique à développer d'autres énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque ou la méthanisation. Éric Bonnafou, avant qu'on continue notre tour de table.
deux points sur l'aspect les éoliennes qui sont arrêtées. Il y a aussi de la maintenance sur les éoliennes qui est effectuée. Donc une éolienne est des fois arrêtée lorsqu'il y a du vent parce qu'il y a des opérations de maintenance préventive ou curative qui interviennent. Sur les aspects projet de territoire, je pense que c'est important. Tout à l'heure, je parlais de concertation, co-construction. Un projet de territoire, c'est pas qu'un parc éolien, c'est un parc éolien. Ça peut être du stockage, ça peut être des bornes électriques, ça peut être des voitures électriques, ça peut être des panneaux solaires sur le toit de la mairie, etc. Tout ça, bien sûr, avec ce que disait Yves Magrignac, c'est pas la peine de mettre des panneaux solaires sur le toit de la mairie s'il n'y a pas d'étanchéité du toit ou autre chose. Mais un projet de territoire, c'est ça, pour moi aussi. Alors Benoît Gilbert, d'un point de vue technique, vous qui êtes donc directeur service de l'Europe de l'Ouest chez Vestas, quels sont les changements qui permettent d'accompagner le développement de l'éolien dans les territoires? Quelles sont les solutions innovantes que vous proposez pour que, notamment, l'intégration soit favorisée? Écoutez, bonjour à tous. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Tout d'abord, sur l'emploi local, c'était le propos de Madame François. Vestas, c'est plus de 600 personnes en France et 90% de ces personnes sont près des parcs éoliens. Ce sont des emplois qualifiés, durables. Et donc, je pense que c'est important de le reconnaître. La moyenne d'âge est aussi proche de 30 ans. C'est un secteur en croissance. Donc, nous accompagnons le développement de cette jeunesse qui veut faire le monde de demain. Le deuxième point pour nos solutions techniques, et c'est un peu le propos autour de la co-construction, nous attachons une importance toute particulière à entamer ce dialogue avec nos clients, développeurs, exploitants, dès les prémices des projets. Parce que nous sommes conscients qu'un développement harmonieux de l'éolien est nécessaire. Alors bien sûr, pour nous en tant qu'industriels, c'est un challenge, parce que l'idéal, ce serait d'avoir un seul modèle de turbine à fabriquer, à installer, à maintenir. Et donc, un de nos principaux défis, c'est d'entretenir une diversité dans la gamme. Actuellement, nous avons 15 modèles d'éoliennes terrestres d'un rayon de 90 mètres à un rayon de 150 mètres. On a différentes hauteurs de tours, donc on a aussi revu grandement ces dernières années la manière dont on conçoit, la manière dont on fabrique, un peu à l'image d'un Lego pour pouvoir apporter des solutions qui soient sur mesure, qui soient compétitives, mais aussi qui soient respectueuses des critères environnementaux. Le deuxième aspect, c'est l'intelligence embarquée. On nous demande d'intégrer de plus en plus de paramètres opérationnels, que ça touche l'acoustique, la biodiversité, les réseaux électriques. Donc on investit aussi grandement et donc on n'est pas juste soucieux de produire de l'énergie, on est soucieux de la produire de manière respectueuse. Et donc on étudie en amont et donc il y a un dialogue qui se fait dès les premières idées ou des premières études de faisabilité par nos clients, quoi. Et donc comme je disais, donc on a un grand catalogue et je pense que la meilleure preuve, c'est que en France, on a installé 11 modèles d'éoliennes différentes. Donc je crois que si en 11 sur 15, on exploite quasiment la totalité du catalogue Vestas. Et pourquoi autant d'éoliennes en France? Est-ce que c'est un cas spécifique? Alors la France est un cas spécifique, mais bon, après chaque éolienne a aussi une logique dans la globalité de notre marché. Mais ce qu'on attache une importance avec qu'à coller au mieux, à épouser au mieux les contraintes et les caractéristiques spécifiques de chaque site. On est conscient de ça et on maintient un dialogue, on essaye de donner de la visibilité aussi à notre management sur ces besoins qu'a le territoire français. Après, donc, il y a des innovations autres, et notamment donc, le balisage circonstancié. Donc, on a entendu Madame le ministre annoncer des expérimentations sur le transpondeur. Nous, dès 2007, on a fait nos premières expérimentations. Vous pouvez repréciser ce que c'est que le balisage circonstancié? Alors oui, le balisage circonstancié, c'est donc un système qui permet de maintenir éteint le balisage aérien donc les lampes, les flashs qu'on voit sur les éoliennes, sauf sur détection d'aéronefs. Donc on comprend que c'est une nuisance pour les riverains.
En même temps, il faut assurer la sécurité des vols aériens. Donc voilà, donc il faut trouver une solution technologique. Donc il y a une expérimentation qui a été annoncée par Madame le ministre et on trouve que c'est une très bonne chose. On a installé nous-mêmes ce genre de solution sur d'autres parcs et aujourd'hui on a le retour d'expérience, c'est qu'on a des balisages qui sont éteints plus de 95% du temps. Donc il y a une véritable amélioration. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a un radar sur l'éolienne qui détecte l'aéronef qui approche et donc le stroboscope se met à s'allumer. plusieurs solutions. Donc il peut y avoir une solution avec un radar, il peut y avoir aussi une solution avec un détecteur de transpondeur, si les avions sont équipés de transpondeurs. Beaucoup de choses sont possibles. Elles ont été testées, elles ont été expérimentées. Pour nous, les premiers projets ont été faits en 2007. Donc ça fait presque 14 ans, aux États-Unis, en Europe du Nord. Donc il faut qu'on se donne les moyens. La technologie est là. Nous, on est volontaire pour investir, pour expérimenter, et on trouve qu'on est dans une bonne démarche, quoi. Entre nous, ça ne doit pas beaucoup plaire à l'armée, ça, le fait d'avoir des radars qui captent les aéronefs ou des transpondeurs, parce que l'armée, en règle générale, c'est plutôt véhicule furtif. Oui, je pense que le sujet des radars est peut-être plus sensible pour l'armée. Le sujet des transpondeurs, il vise avant tout l'aviation légère, quoi. Et après, l'armée a beaucoup de systèmes sophistiqués qui permettent de naviguer furtivement sur le territoire, hein. Donc, je crois qu'on avance. Le tempo a été annoncé la semaine dernière. Moi, je crois que c'est vraiment important qu'en tant que filière, tous ensemble, on tienne le cap, quoi. Alors, au-delà du balisage, quelles sont les autres solutions que vous préconisez ou proposez? Alors, notre manière, et quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est donc produire de l'énergie, c'est bien, le faire de manière durable, c'est mieux, et être durable dans toutes nos actions, c'est essentiel. Donc on a tout un programme qu'on appelle développement durable, et sur lequel on a développé un certain nombre d'actions. Un peu à l'image de la France qui veut se décarboner, on essaie de décarboner notre empreinte. Donc ça a passé par une première étape qui était le basculement de toute notre consommation d'énergie sur de l'énergie d'origine renouvelable. Ça peut être très simpliste, mais quand on opère dans 83 pays, c'était un peu un tour de force, mais ça fait une réduction de l'empreinte carbone de moins 33% en 2020. L'autre volet pour nous, c'est la mobilité électrique. On a entamé ce chemin d'obliger à la fois les véhicules de fonction, mais aussi les véhicules de service, tous les véhicules de transport à migrer sur l'hybride et l'électrique. On attache vraiment je pense qu'il faut délivrer des actes. Et puis enfin, on a annoncé aussi dès 2019 notre plan éolienne zéro déchet à 2040. Donc on se concentre au-delà du recyclage, parce que le recyclage n'est qu'un aspect. On regarde l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'ingénierie, la fabrication et jusqu'à l'exploitation et le démontage, avec l'ambition de dire il faut qu'à chacune de ces étapes, on réduise nos déchets, nos empreintes. Et donc, parmi les grandes étapes qu'on a annoncées hier, et vous pourrez les consulter sur notre site, donc il y a les pales recyclables à 100% à 2030. Mais il y a aussi la réutilisation au maximum des pièces, quel que soit leur type. On a beaucoup progressé sur la réutilisation de grosses pièces en phase de maintenance, mais on veut aussi se concentrer sur les petites pièces. Et là, le bénéfice, c'est meilleure empreinte carbone, mais aussi plus d'emplois localement, parce qu'on est sur des actifs qui vont durer entre 20 à 30 ans, quoi. Alors, sur les plénières qui se sont tenues ici depuis hier, on pointe souvent quelque part cette exception française, ce côté un peu village gaulois réfractaire aux éoliennes. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'inverse, finalement, quasiment de manière satirique, en fait, les Français ne vous challengent pas sur le développement des technologies innovantes? Est-ce que ça dope pas la R&D sur l'éolien? Je pense que c'est effectivement, il y a je l'ai dit souvent, la France se mérite, il y a un niveau d'exigence qui est élevé. On doit répondre présent.
Après, je pense que, comme disait M. Nokodi, j'étais content d'entendre que plus de 150 ou 200 maires aient signé un accord pour éolien, parce que si on regarde notre histoire Vestas en plein Covid, 2 années de suite, on a livré 30% de mégawatts en plus. Donc en 2 ans, en plein Covid, l'entreprise a livré 60% de plus. Et donc c'est quand même un signe. Ça montre que l'éolien est inarrêtable, que c'est aussi une histoire de conviction. Il faut faire les choses bien, quoi. Et donc il faut être à l'écoute. Je réutiliserai le mot de co-construction de M. Bonafou. Donc il faut absolument qu'on anticipe, et la technologie est là. Et nous, on est volontaires. Et elle peut aider. Odile Marseille, vous êtes présidente du collectif des paysages de l'après-pétrole. Alors, on entend souvent que... Vous avez un micro? Oui. Que l'impact sur le paysage est le principal reproche que l'on adresse à l'éolien. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, ces craintes de modification, de voir les paysages changer, sont légitimes? Je pense qu'il y a toutes sortes de choses qu'il faudrait... Je peux ne pas répondre à votre question tout de suite? Vous faites comme vous voulez. Bon, je me remettais tout ça en ordre dans mon cerveau, et je me disais qu'il y a une dissociation entre le niveau d'information... Alors, parlez bien par contre dans le micro. Oui, j'ai suivi vos assises depuis hier. Je trouve toutes ces choses passionnantes, et bien que je sois un peu investie dans ces sujets, il y a des tas d'informations dont je ne disposais pas. Donc je trouve qu'il y a un décalage absolument terrible entre ce qui se prépare en termes de vigilance, en termes de compétences, en termes de prospective et de pronostic, et la façon dont le citoyen basique a compris les choses. Même s'il est vigilant un peu inquiet sur le GIEC et tout ça, on n'a pas du tout compris le truc. Donc, il y a vraiment une question de formation et d'information nationale vraiment prioritaire pour que les choses soient mises à la bonne place. On sait que l'adrénaline, quelquefois, c'est très productif. Donc, quand les gens sont un petit peu choqués par quelque chose, ça les active. Donc, deuxième chose, la part de l'éolienne dans ces scénarios, moi j'imaginais qu'en gros elle était un petit peu promue par les acteurs, parce qu'en gros évidemment ils préfèrent vendre ce qu'ils savent faire, et que donc c'était une filière qui était un peu intéressée au sujet. Et ça se comprend, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, etc. Ben non. Et donc 50% à 2050. Et deuxième chose, ça sera en majeure partie l'éolien maritime. Donc ça, c'est aussi une chose à dire et à comprendre et à intégrer et à accompagner, puisqu'on sait aussi qu'il y a des préventions de toutes sortes de gens. Donc il y a quelque chose à construire. On a entièrement d'ailleurs une plénière cet après-midi consacrée à l'éolien. Mais tout ça pour dire que quand on est la question de l'acceptabilité locale dans les contextes ruraux des parcs éoliens, c'est quand même qu'une partie du problème. Et qui est très importante et essentielle, mais il faudrait quand même balayer sur l'ensemble. Alors après ça, si les Français ont un peu mieux compris tous ces sujets, à mon avis, ils seront demandeurs de solutions, comme c'est le cas de toutes sortes de territoires qui s'appellent territoires TEPOS, territoires à énergie positive, où on sent, il y a des réunions tous les ans, on y va très souvent, on sent que les gens ont véritablement envie de faire quelque chose pour être plus autonomes, pour faire des économies, pour s'entendre à trouver des solutions de l'ensemble du développement durable, c'est-à-dire pas seulement la performance énergétique, mais aussi la répartition de la richesse, la solidarité, toutes les questions sociales. Et donc, les territoires, ça a été dit hier par le député de Gare, il faut qu'ils soient en amont et qu'après ça, ils sollicitent des solutions. Et là, vous allez arriver, mais il faut d'abord qu'il y ait cette attente sociale, cette mobilisation sociale sur le fait que nous, ici, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait en fonction de nos ressources. Et là encore, la question de l'éolien, elle va arriver, mais ce n'est pas la seule. Parce que suivant les cas, si on fait l'inventaire des ressources, il y a quelquefois du bois, et quelquefois il y a de la biomasse qu'on peut mettre dans un méthaniseur. Quelquefois on peut faire des économies quand même conséquentes avant de s'équiper. Enfin, toutes ces choses-là sont connues. Oui, c'est ce que disait un intervenant tout à l'heure de la table ronde précédente. Effectivement, le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont visibles versus les énergies fossiles qui étaient extraites ailleurs et les nucléaires qui finalement qui sont très concentrés. Oui, oui. Alors, donc, du coup, on en arrive à la question de la vigilance et du fait d'être responsable. Et si tout ça était partagé dans les collectivités et par la population, évidemment qu'on irait au-devant des acteurs industriels pour dire, bon, ben, dans certains cas, ça sera ça ou ça ou ça. Et il y aurait une certaine mobilisation pour, encore une fois,
éviter, réduire, compenser. Ça marcherait. Mais donc c'est une question sociétale. Ce n'est pas seulement les acteurs de l'éolien qui sont en cause, c'est véritablement la maturité d'une nation moderne face aux défis qui se présentent. Une nation moderne qui se prétend exemplaire en plus. Donc si on veut le rester, il faut peut-être se réveiller un petit peu. Et alors après ça, on arrive à cette question du paysage. Et la façon dont cet outil peut être extrêmement mobilisateur parce que, encore une fois, si on est dans des histoires de solutions techniques, d'efficacité, de toutes sortes de choses cognitives comme ça, qui font un peu peur et qu'on ne comprend pas très bien, de dire qu'on est en fait dans un paysage du pétrole qui n'a pas que des bons côtés, puisque ça donne l'étalement urbain, le fait qu'on est loin de son boulot, que dans les villes, donc c'est le tout voiture, donc on vit dans un milieu pollué. On pourra peut-être rappeler d'ailleurs que vous êtes urbaniste, je crois, à la base. Hein. Pardon ? Vous êtes urbaniste, je crois. Non, je suis philosophe. Ah, pardon. Je ne sais pas d'où ça me vient. Non, mais j'essaye d'être cultivé, comme doivent être les philosophes. Donc je picore. Et comme j'anime un collectif de 60 spécialistes de l'aménagement, dont une très grande partie sont urbanistes, effectivement, j'ai fini par y comprendre un petit peu des petits trucs. Voilà. Donc je disais que le thème, c'est de dire qu'en fait, on est déjà dans un paysage du pétrole qui a très largement reconfigurer les territoires ruraux, pour ne pas dire défigurer les territoires ruraux, dans certains cas c'est quand même manifeste, et que donc suivant le type de territoire, on a eu des modifications très considérables de l'état des choses, donc avec essentiellement l'étalement urbain, l'habitat individuel diffusé le long des routes et tout ça, enfin toutes sortes de choses qui quand même, je vais pas faire le Stéphane Bern, mais c'est vrai que ça, c'est pas enfin pour ne pas dire défigurer, ça reconfigure et pas d'une façon forcément très heureuse visuellement ni pour les usages. Donc il y a quelque chose à compenser. Et après ça, les paysages du pétrole, c'est aussi les transformations de l'agriculture qui ont donné des capacités à certains territoires de produire beaucoup et à d'autres d'être en déprise. Donc l'intensification agricole, c'est quelque chose au niveau de l'égalité des territoires qui est assez consternant. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que chaque changement d'énergie a eu son impact sur le paysage. Exactement. Donc il faut se rappeler que le paysage du pétrole, encore une fois, c'est le paysage de notre société actuelle qui a des grands avantages, mais qui a énormément aussi de défaillances et de graves carences. Donc, pour aller vers l'énergie du changement et le changement nécessaire, la question c'est de dire que comment est-ce que nous bâtissons un paysage durable qui soit un paysage partagé et équitable et aussi prudent, c'est-à-dire un paysage qui soit donc prudent sur le plan environnemental, équitable sur le plan social et performant sur le plan économique. Donc c'est un projet de changement de la société pour aller vers un mieux en fait, mais un mieux global. C'est pas juste des histoires d'équipement, c'est des histoires d'aller ensemble vers la vigilance nécessaire pour un changement des choses. Chose que l'humanité en général a su faire. Quelquefois pas très bien, mais quelquefois oui. Éric Bonafou, quand vous développez les nouveaux projets, vous prenez tout particulièrement en compte la dimension paysagère ? Oui, la dimension paysagère est prise en compte dès le début. Puis quand je parlais de projet de territoire, je pense que c'est le paysagiste et même les philosophes ont leur mot à dire. Moi, si je rebondis quelques siècles en arrière il y a un très bon article du Monde qui est paru cet été sur la matérialité des énergies. Donc si on fait quelques siècles en arrière, les énergies c'était l'énergie animale, donc ça se voyait, des fois ça se sentait aussi. Si on avance un petit peu plus, l'énergie c'était le bois, donc on avait des forêts, on a coupé des forêts, on a replanté des forêts pour l'énergie du bois. C'était les moulins à vent, en 1850 il y avait environ 100 000 moulins à vent. Aujourd'hui si on fait le ratio en éolienne, j'ai pas fait le compte, mais on a moins de 10 000 éoliennes, 10 000 mâts au niveau national. Si on avance encore un peu, on avait les paysages liés au charbon. On avait 800 mines environ à l'après-guerre, donc on avait des terrils, on avait des derricks ou des chevalements liés à tout ça. Ensuite, on a basculé sur le nucléaire, donc toutes ces mines ont été remplacées par nos 18 centrales nucléaires. Puis on est venu, comme on disait, sur l'énergie carbonée. Le pétrole et le gaz, c'est pas chez nous qu'on fort pour l'épuiser ou quasiment pas. Ça arrive par gazoduc, ça se voit pas. Donc on était dans une énergie totalement dématérialisée ou quasiment dématérialisée. Et aujourd'hui, on arrive à une énergie qui est matérialisée. Ce sont les éoliennes. Oui, les éoliennes, ça se voit dans le paysage. Mais et pas que d'ailleurs. Méthaniseurs, centrales solaires au sol. Exactement. Donc, et on doit certainement passer aujourd'hui, c'est un petit peu l'essence de cet article-là, de la visibilité ou de l'angoisse d'un dérèglement climatique à la visibilité rassurante de l'énergie éolienne, par exemple. Donc une énergie éolienne, ça doit être une fierté et qui doit rassurer par rapport au dérèglement climatique.
Et par ailleurs, on peut aussi parler du fait que la disposition des éoliennes, ça compte beaucoup sur la façon dont on va les ressentir comme étrangères et un peu robustes et pas très plaisantes, ou au contraire si elles sont posées d'une certaine façon. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est accompagné par tout un suivi de compensation locale, ça devient tout à fait autre chose. C'est effectivement un paysage pour demain, c'est-à-dire un endroit où on habite et où on se sent bien en fait. On est d'une part rassuré, mais en plus ça peut quand même être ressenti comme harmonieux et beau. Et l'être humain, il ne faut pas imaginer que l'être humain se passe de la beauté. On est exactement comme les plantes et les animaux, ça nous fait du bien et ça nous relie. Donc il y a cette exigence de beauté, il n'y a pas seulement la performance et l'efficacité, il y a le fait que ça nous plaise, que ça nous fasse plaisir et que grâce à ça, on ait confiance et qu'on continue à faire confiance aux autres pour se reproduire et assurer la pérennité de l'espèce. Donc la beauté, c'est quelque chose de très fédératif. Et il ne faut pas imaginer que c'est un truc pour les filles ou pour, je ne sais pas, le samedi soir. Il n'y a rien de mal à ce que ce soit bien pour les filles. Odile Marcel, Éric Bonafoux rappelait effectivement que des modifications du paysage dans le passé, il y en a déjà eu plein. Est-ce que selon vous, il y a déjà eu autant d'opposition à ces changements ou est-ce que c'est une première ? Écoutez, la capacité de sottise et d'imbécilité et de folie de l'humanité est considérable. Donc, sans limite, diraient certains. Le fait de faire des guerres civiles, de s'étriper, de s'opposer, c'est aussi long que l'histoire humaine. Enfin, oui, mais est-ce qu'on s'est déjà étripé pour des questions de paysage ? De paysage, de conditions de vie, On a réussi quand même à faire des guerres de religion, hein. Ce n'était pas le paysage, mais c'était des choses qui nous opposaient les uns aux autres. Donc... Benoît Gilbert, oui. Oui, enfin, j'ai un fils qui est en seconde et ce week-end, il étudiait le réalisme par rapport à l'idéalisme et donc l'époque... les critiques de Théophile Gautier, etc. Et puis donc on discutait avec Michel d'un tableau de Bruegel où on voit un moulin à vent et puis au premier plan gros, puis le village juste derrière. Et donc là on pourrait se dire c'est l'école du réalisme. Peut-être que M. Gautier à l'époque aurait dit c'est pas beau, enfin c'est pas comme les Grecs l'auraient imaginé. Mais aujourd'hui, si on relaye ce qui se passe aussi sur le prix de l'énergie qui flambe et finalement, ce que la France en retire dans ce contexte où on module la fiscalité et on puisse finalement dans ce que produisent les renouvelables pour compenser ce manque à gagner pour l'État, on se dit voilà, il faut voir aussi dans l'éolienne un actif patrimonial pour la France, quoi. Donc moi je trouve que il y a un attachement qu'on n'est pas forcément conscient quand on lance cette filière, mais que finalement on grandit, puis on se dit, quand même, il y a des signaux tangibles et on fait toujours face à des écoles et des perceptions très subjectives. Odile Marcel. Oui, je pense qu'il y a eu toujours des oppositions, en particulier sur la Tour Eiffel, par exemple. On a réuni des textes. Aussi, au moment du changement du baron Haussmann sur Paris, il y a les meilleurs écrivains du moment qui ont dit c'est épouvantable, c'est catastrophique, donc c'est jamais supportable. Mais au final, la Tour Eiffel, on l'aime bien. Mais disons qu'il faut savoir que l'être humain est plastique, labile, et qu'il n'y a rien de plus labile que l'opinion, donc que le ressenti. Donc dans un premier temps, on est ulcéré, et puis après ça, on voit les choses autrement. Donc il faut avoir confiance dans le fait que l'être humain est toujours capable de s'éduquer ou de refaire alliance. Il faut quand même être tolérant, parce que nous sommes des êtres imparfaits. J'en ai pleinement conscience. Anne-Catherine de Tourtier, alors rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, effectivement, durant toute cette table ronde. Alors je rappelle, vous êtes directeur Méditerranée au sein du groupe Nordex. On a plusieurs fois entendu durant cette table ronde, effectivement, les questions de pédagogie. Est-ce qu'on n'a pas raté le coche s'agissant de la communication qu'on faisait auprès des territoires par rapport aux grands enjeux auxquels nous étions confrontés? Alors effectivement, je dirais pas forcément toujours au territoire, je pense de manière générale. Effectivement, toutes nos discussions font très plaisir à écouter d'ailleurs, mais suscitent en moi vraiment toujours cet étonnement, pour ne pas dire effarement, de l'impression d'avoir en France deux énergies éoliennes différentes. Il y a celle dont on a parlé aujourd'hui, vecteur d'emploi, une réappropriation des territoires, une redynamisation. Tous les jours, l'éolien crée 6 emplois. 3/4 de ces emplois de l'éolien sont dans nos territoires. L'éolien est compétitif. L'éolien n'est pas l'énergie la plus chère.
L'éolien est une réalité. On en a besoin. Sans l'éolien, en 2050, nous n'avons plus de lumière à la maison. Nous ne savons plus comment réchauffer, enfin j'espère pas réchauffer, mais nos maisons, comment vivre sans électricité. Donc c'est un must, c'est une nécessité absolue. Donc on en parle aujourd'hui, on voit que c'est aussi source d'acceptation quand c'est bien amené, quand c'est un développement responsable, une exploitation, un montage responsable. Nous avons une technologie, et je le souligne en tant que constructeur, effectivement, qui est en plein progrès, qui s'adapte, qui est flexible, qui s'adapte aussi à l'exception française, que nous faisons avec grand plaisir. Donc nous voyons aussi que Madame la maire, je vous regarde, quand un projet éolien est bien accompagné, il y a une vraie acceptation, il y a une vraie adhésion, il y a une fierté. Le nombre de riverains qui, pour une part, étaient opposants peut-être même au début, appellent aujourd'hui les centres de maintenance, passent régulièrement à porter des patates ou autres, sont contents, appellent quand l'éolienne ne tourne pas parce que c'est leur éolienne, ils sont fiers, ils aiment bien qu'elle tourne, elle produit de l'électricité, c'est propre. Donc il y a une vraie acceptation. Et je pense aussi que quand c'est vecteur d'emploi, quand c'est un vrai avantage économique, il y a des retombées fiscales qui créent, comme vous disiez, Monsieur Nokodi, qui crée vraiment de la valeur dans les territoires, eh bien, la beauté, elle se développe. Une éolienne n'est plus aussi moche que ça. Elle ne dérange beaucoup moins. Donc c'est aussi une vraie perception dans un contexte. Si le contexte est favorable, positif, que la contribution est positive, eh bien l'éolienne, elle est bien plus belle, elle est presque élégante. Donc, ça, c'est l'éolien dont on a parlé aujourd'hui. En revanche, il y a l'éolien qu'on entend tous les jours, actuellement. L'éolien consomme plus d'énergie que ne produit. L'éolien est vecteur de maladies. L'éolien n'est que allemand. L'éolien est un subterfuge. L'éolien a un impact... Subterfuge à quoi ? Bah écoutez, c'est de la corruption, c'est les riches qui sont... L'autre jour, justement, on m'a dit c'est l'éolien des riches. Ils s'enrichissent à nos dépens. Le pauvre français souffre. L'autre jour, donc on est confronté parfois à des situations où il est très très difficile de répondre d'ailleurs, parce que c'est tellement irrationnel, tellement émotionnel qu'on ne peut plus engager une conversation rationnelle, très difficile, sans susciter d'autant plus d'émotions. Donc effectivement, je pense qu'on est vraiment confronté en cette période présidentielle à un phénomène, à une deuxième énergie éolienne. Et le sujet aujourd'hui, pour revenir à votre question, effectivement, je pense qu'il est extrêmement important que nous ayons, tout ce qu'on s'est dit soit entendu par le grand public. Et que je suis entièrement d'accord avec M. Nokodi et Mme Marcel. Vous avez appris énormément de choses. Nous, on en parle beaucoup entre nous dans le monde de l'éolien, des énergies renouvelables. Mais très peu de personnes nous entendent ce qu'on dit. Il y a très peu de médias qui sont prêts à écouter ce qu'on a à dire. Ils ne sont pas prêts à écrire des articles dans ce sens. Donc, alors, on a théoriquement, il n'est pas problème. censé y avoir de sens dans les articles, hein, je le dis en tant que journaliste ou représentant de la sphère journalistique. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, mais on en parlait là tout à l'heure avec un de vos collègues, il y a quand même un manque d'information aussi auprès des journalistes. Quand on écoute que trop souvent que l'énergie, les propos que j'ai mentionnés tout à l'heure sur l'éolien de l'autre monde éolien, exprimé par des journalistes que je respecte par ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a un vrai manque d'information. Donc effectivement, il faut qu'on informe les journalistes. Je pense qu'il y a un vrai apprentissage à faire sur le monde énergétique de la France d'aujourd'hui et celui qui sera celui de 2050 et qui est absolument nécessaire, et la place des énergies renouvelables et l'éolien dans ce contexte. Est-ce que la problématique n'est pas plutôt d'une dérive médiatique? On l'a vu effectivement, alors Stéphane Bern a été cité tout à l'heure par Madame Marcel. Est-ce que c'est pas plutôt ce genre de show quelque part qui fait mal à la filière plutôt que la réalité journalistique? Oui. N'entends pas défendre les journalistes à tout prix, hein, mais effectivement de replacer comment dirais-je, l'exactitude plutôt sur l'aspect médiatique que journalistique. Point d'interrogation. Oui, alors j'ai presque envie de vous renvoyer la balle. Voilà, question. Moi ça va, je suis assez tranquille, hein, Actu Environnement, avec l'éolien. Il y a incontestablement un aspect médiatique, mais je pense que tout journaliste bien constitué veut dire des vérités. C'est souhaitable. C'est souhaitable. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, il y a malheureusement un manque d'information. Je pense qu'il y a une vraie formation aussi au niveau des journalistes à faire pour que s'ils défendent un combat, qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent à les bons arguments.
C'est ça, je pense, qui est certainement important pour avoir un vrai débat sur la question. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que les Français soient informés sur les besoins énergétiques de la France et des nécessités énergétiques. Et automatiquement, ils seront informés sur notre énergie et ses avantages. Je pense qu'on peut déjà inciter la FEI à créer un bootcamp pour les journalistes, pour les familiariser. C'est prévu. C'est prévu. Oui, on en a discuté, c'est prévu. Ah bah écoutez, comme quoi on est assez convergents sur les bonnes idées, oui. Mais il y a quand même une ambiguïté actuellement du débat politique qui pèse terriblement lourdement, parce que c'est vrai qu'il y a un défaut d'information des médias, mais il y a aussi un défaut de relais par les partis qui sont là pour nourrir la démocratie. Et actuellement, il y a un déficit. C'est pour ça que le plan d'hier, c'est très bien. Effectivement, il faut aller vers l'idée que le débat politique doit se construire autour de ses objectifs et de ses questions. Il y a une espèce de crise contagieuse, quoi, de déficit et de baisse du niveau du débat. Et donc, on va reparler de vos 19 points. Excusez-moi. On va reparler de votre plan d'hier. J'avais pas prévu, mais vous pouvez effectivement faire mention. Qu'est-ce que vous allez en faire et quelle est la stratégie pour pour nourrir le débat public, encore une fois? Alors, Michel Gloria a précisé hier que c'était justement 19 propositions adressées à la sphère politique, effectivement, en amont de la présidentielle. Oui, parce que... Moi, je voulais faire deux remarques, parce qu'on parle beaucoup d'aide publique sur les énergies renouvelables. Amorce avait fait une étude il y a quelques années, et qui tient toujours d'ailleurs, qui démontrait que c'était l'éolien qui était le moins aidé financièrement. Parce que comme c'est beaucoup d'investissements privés, et donc par rapport au solaire, thermique et d'autres énergies renouvelables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, mon regret, et je le dis toujours, parce qu'on le vit aujourd'hui sur la méthanisation, on commence à avoir les mêmes problèmes aussi d'opposition. Et c'est que quand en France, on construit une filière, il y a un problème en fait de décalage entre ce que l'État souhaite, que ce soit sur la tarification, que ce soit éventuellement sur l'industrie de ces activités, parce qu'on a loupé le coche quand même, il faut se le dire. Depuis 20 ans, on aurait dû avoir des constructeurs d'éoliennes en France. Le seul qui a voulu investir, c'est Pomalgaski, qui est présent ici. Mais c'est dommage qu'on ait loupé une véritable filière. Pourquoi importer des éoliennes qui viennent d'Allemagne quand on connaît les coûts de transport, alors qu'on aurait pu avoir des usines qui auraient été des bassins d'emploi, qui auraient permis de maintenir de l'emploi? Là aussi, on peut se poser la question. Ça aurait été bien que le président Macron remette de l'argent justement pour réindustrialiser des activités aujourd'hui qui sont porteuses d'avenir, dont l'éolien. C'est une remarque toute simple. Hein. Anne-Catherine Dourtier. Alors peut-être pour répondre en tant que turbinier à votre question, c'est effectivement, ça fait 18 ans que nous essayons d'avoir une vision long terme, et je pense que Benoît est tout à fait d'accord avec moi, sur l'implantation de l'éolien en France. On a eu plusieurs fois, nous avons essayé justement de créer des usines en France, mais pour cela, il faut effectivement une visibilité et un message fort, durable, et malheureusement, on ne l'a pas toujours eu. Donc, et le challenge, c'est aussi la diversité. Comme je disais tout à l'heure, on installe plus de 10 types de machines différentes. Donc on a une complexité toute particulière, quoi. Donc on ne pourrait pas avoir finalement des usines qui délivrent juste des toutes petites séries, quoi. Donc on essaye de raisonner aussi donc, au niveau européen, quoi. Voilà. Non, mais encore une fois, tout ça est dû à notre fameux bouclier, n'est-ce pas, atomique, qui nous a permis d'avancer vers l'avenir. Dans une seule direction, unique. Mais ça a bloqué complètement toute vigilance sur ces questions. On a eu l'habitude de se dire, bon, bah, ça avait été décidé très très bien par M. Pompidou, par M. De Gaulle et tout ça. Enfin, on s'est endormi dans cette idée que des gens avaient décidé pour nous et que c'était l'idéal. Et ça a été reconduit en permanence. N'ayez crainte, vous avez tout ce qu'il faut. Nous, on est les seuls qui, etc. Enfin, on a une espèce de dérive de pensée sur tout ça. Et je crois que nos voisins européens nous regardent avec un peu de perplexité, voire enfin, je ne vais pas qualifier, un défaut démocratique et un défaut de démocratisation de ce débat, où il y a des pays comme l'Allemagne qui n'est pas exemplaire à tous égards, mais en tout cas où le débat sur l'énergie fait partie d'un quotidien politique, c'est-à-dire les gens réfléchissent, qu'est-ce qu'on fait pas, pourquoi est-ce qu'on le fait, on a les informations. En France, il y a évidemment un gigantesque blackout, et derrière, il y a des gens qui ont eu des belles carrières parce qu'ils étaient dans ces filières-là, et donc on en connaît, ils ont des belles maisons, ils ont tout ce qu'il faut, et ils défendent ce truc. Donc entre le pétrole et l'atome, on a un monde qui pourrait changer. Et ce qui me rassure, c'est qu'il y a des tas de jeunes gens élégants ici qui montrent qu'on peut très bien gagner sa vie avec autre chose que ces énergies d'hier, et que le monde de demain pourra être peut-être souriant.
Mais il y a encore un chemin à parcourir, à mon avis, parce qu'on est quand même un pays sénescent par différents côtés et conservateur. Et l'idée d'explorer, d'inventer, enfin, l'époque nous y pousse de façon extraordinaire, enfin, d'explorer et d'expérimenter. Mais on est un pays verrouillé par toutes sortes de choses, et en particulier des lois. Et c'est là que l'idée de projet local, de projet territorial, d'autonomie de décision des citoyens et tout ça, c'est, je crois, obéré par le fait que pour le moment, il faut demander au préfet, qui lui-même a je ne sais combien de petits codes pour dire non, on ne peut pas, on ne peut pas. Enfin, tout ça est aberrant. Et le fait de faire projet local, ça supposerait donc de la décentralisation, des initiatives au niveau régionaux et de l'initiative prise par, encore une fois, l'envie de faire autrement. Mais tant qu'on est en train d'attendre les ordres et de penser que les gouvernants ont toujours raison, ça pourra durer longtemps. Donc il y a quand même un sujet, encore une fois, de reprise en main de la vigilance et de la démocratie. Donc au boulot. Au boulot. Benoît Gilbert, vous souhaitiez apporter un complément, je crois que vous avez poussé votre micro. Oui, enfin, moi je veux quand même être optimiste parce que finalement, on a lancé tout un programme autour de la décarbonation. L'éolien est au cœur de la décarbonation, mais on a le vecteur hydrogène, on a le vecteur éolien maritime, et on voit qu'on corrige le tir petit à petit. Et donc, je pourrais développer, mais si on prend par exemple... On va reparler des perspectives de changement à venir. Je voulais juste revenir avec Anne-Catherine de Tourtier avant qu'on donne la parole à la salle. On a parlé tout à l'heure d'emploi et on a vu hier que l'emploi, traditionnellement, constitue une préoccupation principale dans le cœur des Français. Est-ce que là, on n'a pas un levier, quelque part, pour une meilleure communication et finalement qu'on n'exploite pas assez ? Alors effectivement, je pense qu'au sein de FEE, on essaie, et même nous en tant qu'acteurs, on essaie de communiquer un maximum là-dessus. Je pense qu'on revient toujours un peu à ce sujet d'être entendu aussi. On veut parfois entendre ce qu'on souhaite entendre. On entend ce qu'on veut entendre. Et actuellement, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, je regarde M. Nokodi, à faire passer nos messages sur l'emploi. Je pense que c'est un levier incontestable. On a cette jeunesse, comme disait Benoît, que nous dynamisons, on se réapproprie les territoires. On crée tous les jours 3/4, comme je disais, de nos emplois sont sur les territoires. Rien qu'il y a 2 semaines dernières, une vieille dame, lors d'un parc d'inauguration, est venue, elle avait 95 ans, elle est venue à cette inauguration, elle était très très fière, elle m'a dit, écoutez, madame, grâce à vous, mes 2 petits-fils sont restés au village. Parce qu'ils travaillent en tant que techniciens, l'un, et l'autre chez un sous-traitant local qui travaille aujourd'hui dans l'éolien, qui s'est spécialisé. Et elle dit, grâce à vous, ils ne sont pas partis. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre beaucoup plus en avant, effectivement. Une externalité positive, effectivement, de la création d'emplois et de valeur, c'est que ça lutte contre la désertification rurale. Ce qui est effectivement. Et donc, je pense que l'éolien, il faut que ça reste une énergie pas subie, parce que c'est tel qu'on la vit aujourd'hui, le français la vit, mais une éolienne, enfin une énergie choisie, parce qu'elle apporte justement tous ces avantages. A-t-on des questions dans la salle par rapport à tout ce que nous avons déjà échangé? Ah, des mains se lèvent au premier rang. Bonjour, Laurent Querel, je suis directeur des relations institutionnelles à France Énergie Éolienne. Je voudrais m'adresser à Madame Benoît et Monsieur Nokodi, parce qu'un des acteurs de l'action territoriale en France est donc le préfet. Et les autorisations d'éoliennes reposent en fait sur l'instruction par les services préfectoraux et les décisions préfectorales en matière d'implantation et d'autorisation d'implantation. Il est habituel de dire d'ailleurs que pour une large part, l'administration territoriale française repose sur ce couple préfet-maire. Est-ce que, de leur point de vue, et notamment s'agissant du développement éolien, ce couple leur paraît-il fonctionner correctement? Et si ce n'était pas le cas, quelles seraient selon eux les modifications ou les améliorations qu'il faudrait y apporter? Alors, le couple qui fonctionne bien, oui, je pense que les relations sont bonnes, sauf que chez nous, en Ardèche, le préfet change souvent. Donc, le nouveau est nouveau. Voilà. Donc, effectivement, on se voit quand même, les relations sont bonnes, mais voilà, s'il restait un peu plus longtemps sur nos territoires, on pourrait peut-être engager des choses sur le plus long terme. Une collaboration plus long terme et plus durable. Tout à fait. Serge Nokodi?
Moi, je vais faire une remarque qui va peut-être vous surprendre, mais c'est une question d'homme. Il y a des préfets qui sont très portés sur l'éolien. Il y en a d'autres qui sont frileux, surtout quand ça commence à tanguer sur le territoire. Donc ça, c'est le problème. Et de la gestion de l'État, parce que le préfet est censé représenter l'ensemble des ministères à l'échelle d'un département, voire d'un préfet de région. Il y a eu des préfets, comme je le cite souvent, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est M. Caranco, qui est président de la Creux, qui, lui, pendant 5 ans sur la région Rhône-Alpes, a fait des choses extraordinaires pour développer justement les ENR. Alors après, voilà, la difficulté, elle est là. Si on arrive à créer un climat de confiance entre les élus et les représentations des structures qui représentent les élus, tout est possible. La difficulté, elle est là, c'est qu'il n'y a pas une égalité de traitement. Je me souviens en Ardèche, le préfet d'ailleurs, qui avait inauguré le parc dans la cabane, il était contre. Et à l'époque, donc oui, on s'est mis plus de 7 ans, 8 ans à sortir. Là aussi, c'est un vrai problème. C'est qu'en Allemagne, on est capable de sortir des parcs éoliens en 3-4 ans. En France, c'est 7 ans, voire 8 ans, voire 9 ans. Je vois, moi, dans l'Isère, il y a eu une éolienne à Pellafol en allant sur Sisteron. Elle a mis presque 10 ans à sortir pour une éolienne. Voilà. Mais donc il faut avoir du courage politique. C'est un vrai problème aujourd'hui en France. Mais nous, l'implantation du premier parc éolien, effectivement, a pris quand même une dizaine d'années. Donc c'est vraiment très long. C'est pour ça que ça m'a marqué d'ailleurs, même si je n'étais pas élue. Oui, bonjour Antoine Guilleux, avocat. Merci à tous de vos observations et de ce que vous avez partagé. J'ai l'impression que ce qu'on entend dans votre propos partagé, c'est que le grand besoin dans lequel nous sommes, c'est de dépolitiser l'éolien. On l'a entendu dans le cadre de la précédente table ronde, l'éolien ne devrait même pas être un sujet dans son existence et dans sa nécessité de demain. Dans les scénarios de RTE, on le sait, il faut un développement de 2,4 à 4 fois la puissance installée aujourd'hui. Donc l'éolien est aujourd'hui absolument incontournable. On est dans ce besoin de pédagogie. Vous l'avez tous dit, d'apprentissage, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que nous y sommes depuis 15, 20 ans pour Eric, tu l'as dit. J'ai l'impression que nous avons du mal à en sortir. Nous avons besoin de recettes. Nous avons quelques soutiens, Madame Benoît, Monsieur Nocody. Vous êtes des élus locaux engagés depuis très longtemps dans ce soutien. Vous êtes, j'allais dire, des pierres fondatrices de ce que nous sommes aujourd'hui. Et pourtant, on a l'impression que ce message n'arrive pas à se diffuser, à être porté. Madame Marcel l'a dit, l'appropriation de l'éolien doit venir en amont du développement des projets. En réalité, nous, on a l'impression qu'on fait notre travail. On devrait faire notre travail pour venir répondre à une exigence du citoyen. On a l'impression, 20 ans après, qu'on est toujours en train de lutter contre une opposition, et opposition que moi, comme avocat, je vois comme étant extrêmement résiduelle, mais avec une énorme puissance de feu, parce que c'est tellement simple d'aller déposer un recours quand on est tout seul, et ça marche très bien, parce que ça permet de suspendre l'exécution des travaux qui ne se font pas, et des développements de parcs qui vont mettre 6 ans. C'est un peu la question que je posais à Eric Bonafou tout à l'heure, de voir si en 20 ans, effectivement, vous aviez vu une évolution positive ou pas du nombre de recours sur les parcs. Manifestement, même si vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne les regardiez pas vraiment, ça n'a pas beaucoup changé au final. On peut répondre non, hein, Eric, enfin, je vais te laisser dire, mais voilà. Je crois que ce dont on a besoin, c'est de solutions pour sortir de ça et se dépolitiser. Peut-être que le 25 octobre, ça sera plus facile de le faire. Je ne suis pas absolument convaincu. Je ne suis pas sûr que le rapport RTE va beaucoup distiller au sein du grand public. Moi non plus. On a quand même les annonces du GIEC qui sont mieux comprises aujourd'hui. Donc logiquement, et puis l'enquête de Harris, elle va aussi dans ce sens. Donc on peut imaginer qu'on va recueillir les bénéfices de tout ça de façon graduelle, mais malgré tout sensible, je suppose. Moi, je voudrais dire quand même, faire une remarque sur ce qui vient d'être dit, c'est important. C'est que c'est quand même l'opposition est tellement violente qu'elle a créé une réaction que nous amorce. Aujourd'hui, on dépasse plus de 1000 adhérents. On a eu la première association d'élus en France. Quand on regarde ce qui se passe, c'est que les élus, spontanément, quand on a fait appel à eux pour réagir, l'article qui a été publié dans Le Monde, qui était quand même un bel article,
il fallait voir comment les élus se sont mobilisés. On a eu des appels téléphoniques tous les jours pour donc avoir les signatures qui sont venues spontanément. On n'est pas allé les chercher, elles sont venues spontanément quand on a fait appel à nos adhérents. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a une mutation qui est en train d'avoir lieu. Parce que trop, c'est trop à un moment donné. Hein. Alors c'est vrai qu'il faut s'attendre. C'est un très bon signal, mais je crois que ce qui est très important et ce qu'on doit retenir, c'est que le soutien ne viendra pas d'en haut. Jamais. Ça fait 20 ans qu'on l'attend. Il ne viendra pas. Il n'y a que des coûts à venir d'en haut. Le soutien va venir des territoires. Anne-Catherine de Tourtier. Va venir des territoires et de l'opinion publique. C'est pour ça qu'il faut qu'on informe l'opinion publique. Et on ne peut pas se reposer, comme on l'a peut-être fait, de se reposer sur les politiques dans l'espoir qu'un jour, peut-être, leur discours allait être plus transparent, plus clair. Je pense qu'il faut passer par l'opinion publique. Donc, il faut que l'opinion publique entendre parler des bons exemples de parcs éoliens, d'adhésion de riverains au parc éolien, entendre parler M. Nokodi et de tous ses maires, et entendre qu'on ait plus de témoignages, parce qu'on a cette majorité silencieuse en faveur qu'on n'entend pas. Et il faut la faire entendre. On peut quand même noter que les territoires à énergie positive, je crois qu'ils ont doublé ces derniers temps, parce qu'ils célébraient leurs 10 ans et ils sont arrivés à 100 territoires. Donc c'est quand même quelque chose qui gagne. Mais il y a très peu de Français qui sont au courant de ça. Voilà, mais donc c'est qu'il y a un défaut de à quoi sert la presse, excusez-moi, mais à quoi sert la presse à part raconter toutes sortes de bêtises. Moi, je suis presse pro. Oui, mais moi aussi, mais bien sûr, l'opinion publique, c'est fondamental. Mais... David, il est blindé là-dessus. Bon. Madame la maire, vous souhaitez réagir également, je crois. Oui, donc je souhaitais réagir simplement par rapport à l'acceptation des projets éoliens sur le territoire. Donc j'étais adjointe au maire, donc dans l'ancien mandat, et ce projet était bien sûr tout à fait acquis pour l'ensemble du conseil municipal. Lorsque j'ai été élue en 2020, donc j'ai souhaité qu'on reprenne ce projet presque à la base, puisqu'avec le repovering, il a fallu refaire les baux. Et donc, effectivement, j'ai donné un peu du fil à retordre à la société qui a mis en place les éoliennes, et puis aussi aux fameux avocats qui ont suivi les dossiers. Et parce que je souhaitais que ce soit bien apprécié et bien compris aussi par le nouveau conseil en place. Dans notre équipe, c'est tout bord confondu, donc ce n'est pas une idéologie politique, non, je voulais que ce soit compris par tous. Je savais que dans mon équipe, il y avait des pro-éoliens, il y avait des anti-éoliens, et donc j'ai voulu que tous, on s'approprie ce projet. Et on a tout repris à la base, on a repris les baux, on a effectivement relevé de multiples erreurs, on a corrigé certaines choses, et on se les a appropriées en disant, voilà, c'est comme ça qu'on veut que ce soit fait demain. Parce qu'on est quand même parti sur 40 ans, ce n'est pas rien, c'est vraiment un engagement au niveau des communes sur le long terme, et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est exactement pareil au niveau des études. Si elles sont là, c'est pas pour rien, c'est pas pour dire oui, on répond aux oppositions. Non, ça, il ne faut pas le prendre à la légère du tout. Les études sont là pour donc faire voir qu'il y a des choses où on ne peut pas passer outre, que ce soit sur le plan du terrain, donc je parle des zones humides qu'on a chez nous, je parlais vraiment là où sont implantées les éoliennes, mais aussi tout ce qui est auditif, toutes les répercussions que peuvent avoir les éoliennes. Donc il faut y veiller, et tant pis si ça prend du temps, il ne faut pas passer outre ces choses-là. Alors Madame la maire, vous avez anticipé exactement sur la question que je voulais poser à tous les intervenants que vous représentez, en commençant par vous, c'est-à-dire quels sont les changements, puisqu'on a parlé de ceux qui sont derrière nous, des changements souhaités ou souhaitables que chacun d'entre vous perçoit, donc à plus ou moins long terme. Là, si je vous écoute, Madame la maire, j'ai l'impression que vous, les changements souhaités, c'est effectivement des projets qui soient montés avec beaucoup de sérieux. Tout à fait. Et où on prenne en compte tous les risques qu'il peut y avoir, tout ce qui est sur le plan auditif. Donc effectivement, c'est pas beaucoup, hein, sur 24 éoliennes, il y en a une ou deux qui gênent, c'est pas beaucoup, mais demain on doit être capable d'éviter ça. Odile Marcel, sur les changements à venir souhaités ou souhaitables?
un plus de démocratie locale et une démocratie inspirée de façon plus claire par les objectifs du développement durable, qui comporte donc une dimension culturelle. Et donc cet aspect de paysage, c'est ce qui peut permettre de fédérer les gens dans un enthousiasme partagé pour un monde plus équilibré. Serge Nocody. Je vais être clair, il y a deux choses importantes. C'est la première chose, c'est une énergie décarbonée, donc il faut absolument qu'on avance beaucoup plus vite pour réaliser les objectifs qui ne seront pas atteints. C'est les 40% d'énergie électrique, d'énergie renouvelable, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument, et j'insiste sur la charte qu'on a signée avec la FE, cette charte soit prise en compte par les développeurs, par le monde de l'éolien, pour justement faire le travail démocratique en proximité des citoyens et des élus. Parce que n'oublions pas, les parcs éoliens se font sur des territoires ruraux. Donc c'est là où c'est plus difficile. Donc le problème, c'est ça la difficulté. Donc si on veut réussir, rien à faire, il faut rapprocher les élus des citoyens et du monde de l'éolien. Voilà. Éric Bonafou. Moi, en deux mots, ça serait appropriation et éducation. Appropriation locale et continuer l'éducation locale, mais aussi appropriation et surtout éducation avec un grand E de nos administrations qui instruisent nos dossiers. Et en fait, il peut y avoir l'appropriation locale, mais si on a des avis négatifs des DREAL ou des préfets, ça ne servira à rien. Donc ça passe par le terrain, mais ça passe aussi par l'éducation de nos administrations. Je regrette toujours qu'il n'y ait personne de l'ADREAL ou des ministères lors des colloques faits. Ce serait bien qu'ils écoutent, qu'ils ouvrent leurs yeux et leurs oreilles. Donc l'éducation des administrations, pour moi, c'est aussi prioritaire. Anne-Catherine de Tourtier. Je pense que ça rejoint beaucoup ce que vient de dire M. Bonafou. C'est informer les Français sur la réalité énergétique de la France. Peu de mots, mais effectivement, on sent que la tâche est lourde. Benoît Gilbert, pour finir. Oui, ben je suis aligné avec tout ce qui a été dit. Hein, donc communication, information et puis expérimentation quand on veut aller au-delà. Voilà. J'ai un dernier point que j'ai oublié parce que c'est important. Je sais que le monde de l'éolien a du mal à aller sur ce terrain-là, c'est le participatif. Il faut absolument que les citoyens soient associés au financement et soient acteurs et actionnaires de sociétés. Il y en a qui se créent. Ça se fait beaucoup pour la méthanisation. Pourquoi vous dites l'éolien a du mal? Parce qu'en fait, ça passe plutôt bien. Parce que ça alourdit, c'est vrai, la démarche. Il faut créer éventuellement un collectif ou une société. Et ça se marche très bien pour tout ce qui touche le photovoltaïque. Hein. Aujourd'hui, ça marche très très bien. La méthanisation aussi. Je ne vois pas pourquoi les citoyens... C'est le meilleur moyen de leur faire comprendre comment ça marche un parc éolien et ce que c'est que l'éolien. Donc, plus de participation financière des citoyens. Eh bien écoutez, merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde donc consacrée au changement. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Effectivement, on peut les applaudir.